Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment, une émission d'urgence avec des nouvelles dangereuses, niveau 4, d'alerte de voyage émis par les États-Unis d'Amérique à destination du Venezuela. Ordre d'évacuation immédiate pour les ressortissants américains du Venezuela. La dernière étape, la dernière ligne et le dernier moment avant la tempête, sauf qui peut, car l'ouragan de l'armée de l'air est sur le point d'arriver. Famille, vos likes, vos commentaires, on commence. Impressionnant. Je viens d'halluciner avec l'intro. Très bonne soirée, famille. Bienvenue sur Stratégie Militaire. Quelle mélodie! Je vous promets que ça va être la mélodie du jour. C'est la musique qu'on va écouter. Quand les tonnerres ne seront pas des tonnerres, mais feront du bruit, je vous souhaite la bienvenue sur Stratégie Militaire. Quelle nouvelle de dernière minute? Il y a Les poils hérissés actuellement. Qu'avons-nous là? Qu'avons-nous là? Attention à ce que viennent de publier les États-Unis d'Amérique. Je vais mettre la couverture directement, c'est bien ça. Alerte de voyage niveau 4, voyage déconseillé. Évacuez immédiatement. Eh bien, il disait qu'il n'allait pas attaquer. Il disait qu'il n'allait rien se passer. Il disait que tout cela n'était que du vent. Il disait, et il disait. Jusqu'à ce que le loup arrive. Il souffla et la petite maison des cochons s'est effondrée. Eh bien, Nicolas, tant de voyages, au final, tant de fêtes. Il a la gueule de bois, sûrement que ça t'est déjà arrivé aussi. Le problème, c'est que la gueule de bois qui arrive maintenant n'est pas vraiment à cause de s'être amusé. Tu vas passer un mauvais moment, un très mauvais moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous montrer une carte pour illustrer la gravité de notre situation. Maintenant, oui, on peut le dire. Avant, je disais, il doit se passer plusieurs choses. Évacuation des ambassades, évacuation du personnel, évacuation des Américains qui se trouvent dans le pays. Et quand cela se produira, quand cela... Tu vois, c'est là que tout va s'effondrer. C'est là que tout va s'effondrer. Bon, eh bien, nous y sommes. Nous sommes précisément à ce point. Nous sommes déjà à ce point. Indiqué. Déjà. C'est bon maintenant, c'est bon maintenant. Pourquoi? Parce que chaque fois que les États-Unis d'Amérique ont donné un ordre d'évacuation, c'est parce qu'une opération militaire à grande échelle allait avoir lieu. Ils l'ont donné. Ils l'ont donné en Iran, ils l'ont donné en Irak, ils l'ont donné en Afghanistan, ils l'ont donné en Syrie, ils l'ont donné dans les Balkans. Ça a toujours été comme ça, pas de retour en arrière. C'est comme un avion, quand il accélère sur la piste, le pilote constate une panne, ne peut plus freiner et doit monter dans le ciel avec ses moyens. Parce qu'il n'y a plus de piste, la piste est finie, c'est terminé. Le régime de Nicolás Maduro a atteint le point de non-retour. La confession. Aujourd'hui, Paulo Carabajal a donné à Donald Trump le feu vert pour faire ce qu'il doit faire, disait-il.
Avec ceci, nous nous posons tous la question. Qu'est-ce que cela signifie, le niveau 4 de l'avis de voyage? Ne pas voyager est l'avertissement le plus élevé du département d'État, déconseillant tout séjour dans ce pays ou cette région. En raison de risques majeurs comme conflits armés, forte violence, terrorisme, catastrophes naturelles, instabilité politique ou risques sanitaires importants. En résumé, n'y va pas. Mais c'est que, de plus, l'ambassade elle-même et le gouvernement des États-Unis d'Amérique ont déclaré que tous les ressortissants américains qui souhaitent quitter le pays doivent le faire maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. La question que l'on pourrait se poser maintenant, alors que les États-Unis ont émis une alerte concernant un pays qu'ils ont fini par bombarder, combien de temps s'est-il écoulé entre l'alerte et l'opération militaire? Je pense que c'est la grande question. Combien de temps allons-nous avoir? Eh bien, dans certains conflits, les États-Unis ont émis un niveau 4 avant une intervention militaire. Cependant, il n'y a jamais eu d'intervalle. Irak 2003, il y avait déjà des avertissements de ne pas voyager. Un avertissement de dernière minute a précédé l'opération immédiate. Afghanistan 2001, délai entre le niveau 4 et l'attaque, quelques semaines. L'avertissement a été très proche de l'intervention, mais ce n'était pas un protocole standard. Libye 2011, alerte de ne pas voyager en raison de la guerre civile. Délai approximatif, quelques jours ou quelques semaines. 2015. Les États-Unis maintenaient une alerte depuis de très nombreuses années. Celle-ci ne compte pas, il n'y a pas d'intervalle défini, il n'y a pas de temps défini. Mais ce que l'histoire nous a montré, c'est que lorsque cet avertissement est lancé, lorsque les États-Unis envoient un tel avertissement, c'est parce que cela va se produire, parce que ça va arriver. Des calculs que nous pouvons faire en sachant que la seule façon, actuellement, officiellement, de sortir du Venezuela est par la frontière terrestre avec la Colombie. Ou un avion pour la Havane. Si les États-Unis affrètent un avion pour évacuer des Américains du Venezuela, cela pourrait-il faciliter les choses quand même? Quelle est la situation actuelle? Où est-ce que je veux en venir? Évidemment, le régime de Nicolás Maduro aura lu cette note. Il saura ce qui s'en vient, parce qu'il le sait. Parce que dans la doctrine de ces manuels que j'ai en ma possession, cela apparaît, précisément. Je crains beaucoup qu'ils n'aillent capturer des citoyens nord-américains pour les utiliser comme boucliers. Je ne plaisante pas avec ça. Je ne plaisante pas avec ce sujet. J'ai une certaine assurance qu'en raison de la situation désespérée du régime, une situation dans laquelle ils savent qu'ils vont tomber, ils vont essayer de faire n'importe quoi, peu importe comment ni à qui, pour garder le pouvoir. C'est pourquoi les États-Unis d'Amérique ordonnent une évacuation immédiate pour la sécurité de leurs citoyens. De façon générale, tout étranger qui se trouve actuellement au Venezuela devrait se demander si cela vaut la peine d'y rester. Avant la tempête. La situation était devenue insoutenable, elle a atteint un point critique. La présence militaire actuelle en mer des Caraïbes est sans égale. En ce moment, nous sommes ici, mer des Caraïbes, zone d'opération. Qu'est-ce que cela signifie? Au niveau international, les États-Unis déclarent des intentions claires et directes de lancer une attaque contre le Venezuela. De plus, ils viennent de tomber le masque avec cela.
Il suit tout son protocole, celui qui consiste toujours à prévenir avant de lancer l'attaque. Cela lui importe peu ou pas du tout. Tu sais qu'il n'y a pas de retour et il sait aussi que Nicolás Maduro ne peut l'arrêter. Un Nicolás Maduro qui, ce soir même, est sorti en se moquant à nouveau, disant que la conversation avait été cordiale et de président à président. J'ai reçu et eu un appel et j'ai parlé avec le président des États-Unis, Donald Trump. Je peux dire que la conversation s'est déroulée dans un ton de respect. Je peux même dire qu'elle a été cordiale. Adine, Entre le président des États-Unis et le président du Venezuela. Je vais plus loin. Si cet appel signifie que des pas sont faits vers un dialogue respectueux d'État à État, de pays à pays, bienvenue au dialogue, bienvenue à la diplomatie, car nous chercherons toujours la paix. ça n'a pas été le cas. La conversation n'est pas, comme le dit Nicolás Maduro, même de loin. Donald Trump lui a clairement dit « Pars avant vendredi, sinon on te fera sortir. Et ce ne sera pas agréable. » Debout. Je pense que c'est clair. Il est possible que ce soir ait été le dernier jeu de cheveux divins. Il a emporté la haute hiérarchie militaire. Y a-t-il un colonel ou un général qui ont disparu lorsque les avions ont commencé à apparaître? Au fait, il y a un moment, un B1 a décollé. Nous l'avons vu, nous avons vu l'avion B1 décoller correctement. C'est évident, ce ne sera pas pour ce soir. Il est plus qu'évident que ce soir, il ne se passera rien. Parce qu'il faut laisser le temps à certaines personnes de quitter le pays, non? Peut-être que c'est simplement une étape de routine directement pour dire au monde directement, Tamae, nous avons prévenu que ceux qui veulent partir le fassent, qu'ils se débrouillent pour partir. On y va, on fonce à fond. Nous allons maintenant nous pencher sur un autre détail important, le United States Ship Gerald Ford. Et je continue d'insister. Ce que j'ai fait l'autre jour, de chercher jusqu'à quel jour il y avait de la disponibilité d'hébergement sur l'île de Saint-Thomas. Ça m'a donné à peu près la date, moment où le porte-avions peut repartir. S'il y a des réservations pour des hôtels et qu'ils sont tous complets à cause de la présence du porte-avions, quand il y aura des chambres libres, cela voudra dire que le porte-avions ne sera plus là. Calculons que ni aujourd'hui ni demain et que nous pourrions partir samedi ou dimanche. Le sujet de la bourse est également important. L'économie, les marchés ferment vendredi. Lancer une opération le vendredi soir pourrait te donner tout le week-end pour calmer les choses. Pour que l'effet collatéral économique au niveau international soit le plus faible possible, on s'en rend compte, n'est-ce pas ça en pan? Bien, pendant ce temps, tu essaies d'évacuer. Au fait, il se peut aussi que ce soit le dernier avertissement pour Nicolás Maduro afin qu'il parte. C'est peut-être le dernier avertissement pour Nicolás Maduro qu'il parte avec les autres. Et s'ils ne le prennent pas, ils vont le comprendre d'une autre manière. Qu'est-ce qui est important? Je souhaite rappeler un point essentiel à nos amis du Venezuela, nombreux à nous suivre. Merci. Et ils sont en ce moment même nerveux. Je ne veux pas que cette émission devienne un endroit pour faire peur, bien au contraire. Je veux que cette émission devienne un endroit qui apporte de la lumière, qui donne de l'information, qui sauve des vies, et qui aide les gens à être heureux. Merci. C'est ce qui est important en ce moment. Bien, ce qui est important en ce moment et qui n'est jamais de trop. C'est à ce qui suit. Parler avec toute la famille, expliquer ouvertement à tout le monde, aux enfants, aux adultes, aux personnes âgées, ce qui se passe en ce moment dans le pays.
Leur expliquer ce qui va se passer, ce qui va arriver. Il faut être transparent pour que les gens sachent à l'avance ce qui va arriver. La psychologie est essentielle. Ernesto, la suite. Préparer, évidemment, ouais, la survie. Avoir de l'eau en bouteille. Pour plusieurs jours ou semaines, avoir de la nourriture. Pensez que l'électricité va sûrement être coupée, donc les aliments réfrigérés ne pourront pas être conservés. Choisir la nourriture en conserve. Avoir des médicaments pour ceux qui ont besoin de soins médicaux, c'est super important. Avoir accès à ces médicaments, des calmants, des antibiotiques, tout traitement en cours. Avoir un stock important aussi pour plusieurs semaines. Et avoir un plan clair et agir à chaque instant. Pour sauver ta vie, pour préserver la vie de ta famille, pour être dans un endroit sûr. C'est quelque chose que chacun doit faire et qui, dans chaque endroit du Venezuela, est différent, parce que chaque lieu, chaque ville est différente. Moi, les conseils que je donnerais seraient de ne pas se trouver près des radars, des bases aériennes, des rampes de lancement de missiles, des casernes militaires ou des infrastructures du régime de renseignement. De même, les personnes qui savent qu'il y a de la logistique liée au cartel, si vous êtes dans ces endroits, comme des pistes d'atterrissage clandestines, des entrepôts, des laboratoires, des lieux ou des résidences des chefs de tout le cartel des soleils. Vous n'êtes pas à proximité ? Être proche, c'est se mettre en danger car les munitions seront sûrement puissantes. On veut une opération rapide, précise et efficace. Nous ne lançons pas aujourd'hui une attaque avec un drone, demain une autre attaque, puis dans une semaine encore. Une fois, comme avec les navires, ce n'est pas ça, c'est plus que couler des navires. C'est une opération beaucoup plus complexe. Il faut que ce soit clair. Être prudent n'est pas alarmiste. Ça sauve des vies. Je le dis toujours, ce n'est jamais mauvais d'avoir une trousse de secours, d'avoir une capacité de réaction face à un accident qui peut arriver. Un événement météorologique, une émeute dans un pays comme le Venezuela, et c'est toujours bien d'avoir cela dans tous les pays, pas seulement là-bas. Moi, j'ai la mienne, j'ai mon sac à dos. Maintenant, qu'allons-nous voir de la part de Nicolás Maduro? Si nous savons que l'attaque va être lancée, si nous savons que cette attaque va se produire. Dans leur plan d'action, qu'est-ce qu'ils attendent? Le porte-avions est-il toujours là? Je le vois maintenant. Après, nous montrerons des images et chercherons le plan A. Période de la guerre, c'est ainsi qu'on appelle les étapes. Le plan confidentiel de Nicolás Maduro pour la guerre. Je vais aussi le mettre par ici. Bon, avant tout, allons-y. Avant ça, allons voir la carte, d'accord? Pour que vous voyez que ce sont des informations vérifiées, que nous ne diffusons pas de désinformation, que ce que nous commentons et diffusons est véridique. Cette carte est une carte officielle du département d'État des États-Unis d'Amérique que j'ai eu l'occasion de consulter ces dernières minutes pour vérifier et confirmer. Vous le voyez? Département d'État de l'Amérique et avis de voyage ou carte des avis de voyage? D'accord. Voyons cela ici. Niveau 4. Niveau comme nous le voyons. Je vais l'agrandir pour que ce soit plus facile. De plus, je vais essayer de faire un changement, une modification, pour qu'on puisse le voir beaucoup mieux. Je ne sais pas si on va pouvoir. Non, on ne va pas pouvoir. Ça reste en blanc, bien, les pays en bleu. Précaution normale. Une précaution normale. Essayez de recharger à nouveau la page pour que ça s'affiche bien. Maintenant, c'est mieux. Précaution normale, couleur bleue. Précaution normale avec risque niveau 1, c'est un bleu avec des rayures. Niveau 2, augmentation de la précaution. Niveau 2 avec des rayures, augmentation de la précaution plus importante selon certaines zones de sécurité. Niveau 3, éviter le voyage sauf nécessité.
Niveau 3 avec risque, reconsidérer le voyage. Zone où il est impossible, où il ne faudrait pas voyager, et niveau 4, ne pas voyager. Actuellement, il y a des endroits avec des niveaux 4 sur cette planète. Cette carte que nous voyons ici, la Russie, évidemment l'Ukraine, la Biélorussie, nous avons la bande de Gaza, ce qui est évident. Le Liban, la Syrie, l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan. Yemen, La Somalie, le Soudan du Sud, la République centrafricaine, le Niger, la Libye, le Mali, le Burkina Faso, entre autres. Ici, nous avons la Birmanie. La Birmanie, vous savez déjà qu'il y a là-bas une autre de ces dictatures communistes, en train d'écraser les Birmans, la Corée du Nord, aussi appelée Corée du Nord, et puis les États-Unis qu'on a par ici. Les zones de Sinaloa, interdit. Zacatecas, interdit. Tamaulipas, interdit. Colima, on ne peut pas y aller. Michoacán et Guerrero, précisément, ce sont les zones où les drones américains ont récemment effectué des scans. Je le précise pour information. Haïti est en zone rouge, il ne faut pas y voyager. Et maintenant, nous avons le nouveau membre du Club des 4. Le Venezuela entre maintenant en zone rouge, niveau 4, il est interdit de voyager au Venezuela. Voyons ce qu'ils disent ici. On ouvre, on traduit, on agrandit et on regarde. Réédité le 3 décembre 2025 après une révision sans modification. Ne voyagez pas et ne restez pas au Venezuela en raison du risque élevé de détention. Torture injuste, terrorisme, enlèvement, application arbitraire des lois locales, criminalité, troubles civils et infrastructures sanitaires défaillantes. Il est fortement recommandé à tous les citoyens américains et aux résidents permanents légaux présents au Venezuela de quitter le pays immédiatement. Écoute, je ne l'avais pas lu, mais ce que j'ai dit plus tôt sur le fait qu'ils peuvent enlever des personnes de certains pays pour les utiliser comme boucliers humains, je ne m'étais pas trompé. C'est ce qu'affirme le département d'État des États-Unis d'Amérique. Nous avons peut-être une vision similaire, eux et les stratégies militaires. Résumé du pays. En mars 2019, le département d'État a retiré tout le personnel diplomatique de l'ambassade des États-Unis à Caracas et suspendu ses opérations. Tous les services consulaires, qu'ils soient de routine ou d'urgence, mais restent suspendus jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement des États-Unis n'a pas la capacité de fournir des services d'urgence ni d'assistance consulaire aux citoyens américains au Venezuela. Toute personne ayant la citoyenneté américaine ou tout autre statut de résident des États-Unis au Venezuela doit quitter le pays immédiatement, y compris ceux qui voyagent avec des passeports vénézuéliens ou étrangers. Ne voyagez en aucun cas au Venezuela. Et ceci, il le met en gras. Avec une page blanche, ce serait noir, criard. Le département a déterminé qu'il existe un risque très élevé de détention injuste de citoyens américains. Au Venezuela, les forces de sécurité ont détenu des citoyens américains pendant jusqu'à 5 ans sans respecter la procédure régulière. Le gouvernement des États-Unis n'est souvent pas informé ni autorisé à rendre visite aux citoyens américains détenus au Venezuela. Le gouvernement américain ne peut pas contacter ses citoyens détenus au Venezuela. Ils n'ont pas le droit de contacter leur famille ni un avocat indépendant. Selon d'anciens détenus ainsi que des organisations indépendantes de défense des droits de l'homme, les détenus ont été soumis à la torture et à des traitements ou châtiments cruels, inhumains et dégradants, y compris la violence, la vie et les vies. Il est généralement établi qu'il n'existe aucun moyen de contacter les détenus au Venezuela, ni de les contacter de quelque manière que ce soit. Des groupes terroristes colombiens agissent dès près des frontières du Venezuela avec la Colombie, le Brésil et le Guyana. La pénurie d'essence, d'électricité, d'eau et de médicaments persiste dans la majeure partie du Venezuela. L'assistance consulaire la plus proche est à Bogota. Si tu décides de voyager au Venezuela, prépare un testament, bordel. Mon Dieu, prépare un testament et désigne des bénéficiaires d'assurance appropriés sans procuration. Putain.
Et ça doit être dur que les États-Unis te disent, si tu vas au Venezuela, prépare ton testament au cas où tu meurs. Pisto, c'est hallucinant. Bon, je voulais en profiter, s'il vous plaît, pour vous demander de liker, de laisser vos commentaires sur ce sujet. Moi, j'ai déjà attaqué directement, alors s'il vous plaît, laissez vos likes. Je souhaite saluer chaleureusement des personnes très spéciales qui font partie de Stratégie Militaire et sont présentes ce soir. Une énorme accolade. Et en plus, je veux dire que je suis super heureux de cette grande communauté et du formidable travail qu'elle accomplit chaque jour. Vraiment, un grand merci parce que nous allons vraiment très loin, nous faisons des choses incroyables et nous sommes en train de comprendre ce qui se passe dans le monde d'une manière différente. Bien. Planifier la communication avec la famille et envisager une organisation de sécurité professionnelle. Eh bien, une série de choses, ne voyagez pas directement, et c'est tout. Quelle pagaille, quelle histoire. Qui aurait pu vous le dire? Et qu'on allait voir quelque chose comme ça. Je crois que personne ne pouvait imaginer, ou personne ne pouvait envisager, et que quelque chose comme ça puisse arriver. Eh bien, il était évident que oui, que pour lancer l'attaque, cela devait arriver. Nous devions arriver à ce moment, nous devions franchir cette ligne, mais c'est fait, elle est franchie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de retour en arrière. Une fois que c'est lancé, on ne revient plus en arrière. Marcelo, merci beaucoup Marisa, merci beaucoup Mons, merci beaucoup José, merci beaucoup Stratégie, merci pour le soutien, pour sortir du régime, une accolade, merci, salutations d'Ourance, capitaine prêt pour ce qui viendra. J'espère que tout cela arrivera rapidement. Qu'il y ait le moins de dommages collatéraux possible. Oui, espérons-le, Angela. J'ai hâte que Podrido Maduro aille en prison et qu'ils achètent de la colle pour le dentier de Silita. Merci Marcelo pour ces 20 abonnements. C'est un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué parce que personne ne souhaite une intervention militaire au Venezuela. D'accord. Cela arrive, mais il n'y a pas d'autre option. Malheureusement, il n'y a pas d'autre option pour le Venezuela. La voie diplomatique est déjà épuisée, le temps de parler et du temps est passé, et il n'y a pas d'autre option. Malgré tout, laisse Cobra 47, qui est très calme, en train de tourner là-bas. Laisse Cobra 47. Je l'ai localisé. Et c'est un avion cargo, laisse-le tranquille. D'accord? On t'a déjà lu une fois? Ce n'est pas la peine de mettre le même message 40 fois, s'il vous plaît, sinon les gens dans le chat ne peuvent pas s'exprimer. Merci bien, je disais avant l'interruption. Je ne sais pas, hein, j'ai déjà oublié, c'est pourquoi je préfère parfois éviter de lire le chat. La doctrine militaire. Nous parlions de cela avant, je crois, quelque chose comme ça. La période de la guerre, comme le propose Nicolas Maduro, l'histoire. Nous allons voir ici, toujours avec toi, stratégie. Le moment approche. Eh bien oui, le moment approche. Allons-y rapidement parce que je veux que nous voyions bien cela. C'est important pour savoir ce qui va arriver. Document officiel du Venezuela. Document officiel du régime de Nicolas Maduro, rédigé par les Cubains, financé par les Cubains. Et c'est un document confidentiel. Vous voyez, il est écrit confidentiel en haut, qui va nous servir à analyser la situation. L'autre jour, on a parlé avec Nitu de la situation ou de la partie importante de la préparation. On a évoqué la période initiale et arrêté l'émission de Nitu ici. La phase initiale de crise dure de quelques semaines à plusieurs mois. Nous l'avons déjà traversée.
Nous avons déjà traversé cela, le début de la période de crise, nous l'avons aussi traversé. Phase de menace de 30 jours, nous l'avons aussi traversé de la fin octobre au début décembre. Les 30 jours se sont écoulés. Ici, Nicolas Maduro n'a pas failli à cela. C'est qu'ils savent très bien ce qui va se passer. Oui, ils le savent. Ils connaissent les délais. C'est un plan conçu, je le répète, par des agents cubains et des services de renseignement russes. Et d'un tas de personnes à qui on a donné l'organigramme de ce qu'ils doivent faire, qu'ils connaissent bien, qu'ils maîtrisent parfaitement. Nous allons passer à l'étape suivante. Nous en étions déjà à la partie où la force armée bolivarienne est déjà totalement opérationnelle. Tout a déjà été déployé, tout est déjà en place à chaque endroit. Et maintenant, ils attendent l'attaque. Maintenant, nous attendons l'attaque. Très bien. Maintenant, je termine les activités de l'étape. Te menace-t-il de guerre? Qu'est-ce que c'est que celle-ci? L'entraînement, l'exploration, le masquage, le camouflage et tout ça, nous le vivons déjà. C'est déjà arrivé. Occuper des positions d'embuscade, contrôler l'intérieur de chacune des zones du Venezuela. La réserve stratégique est aussi essentielle. Ils doivent disposer de carburant et d'une logistique pour résister au siège. Et maintenant, nous allons voir comment vont se dérouler les périodes de la guerre. Selon Nicolas Maduro, ces informations que nous donnons sont des informations confidentielles du régime du Venezuela. Elles ne mettent pas en danger les opérations militaires des États-Unis d'Amérique, bien au contraire. Elles vont nous servir de guide pour comprendre, pour savoir comment les choses vont se passer ou peuvent enfin se passer. Pour l'instant, la première phase de la guerre est en cours. Nous l'avons vu ici. Il y a une chose qui est claire. Il prévoyait 7 jours de guerre. Je pense que ce sera avec Joe Biden, pas avec Donald Trump. On va voir. Première période guerre. Nous parlons d'un scénario d'invasion limitée. Une invasion limitée comme celle que nous voyons ou pouvons lire ici. Voilà zone centrale, invasion limitée. Nous le voyons ici. Première étape, 7 jours, action du pays contre l'invasion limitée et l'usure systématique. Il faut vaincre l'invasion limitée dans un court délai afin de priver la puissance du prétexte d'intervenir directement. À quoi fait-il référence par cela? Si les États-Unis envahissent l'île de la Orchila, le Venezuela doit réagir rapidement pour les en chasser. Oui, le Venezuela ne nie pas la capacité d'invasion des États-Unis. Nicolas Maduro sera dans une situation très difficile. Nous le voyons ici. Les 7 premiers jours vont être féroces. On continue? La deuxième ou la première. Dans la première période de la guerre, il y a une autre option, la deuxième étape, de 60 à 90 jours. Réaction du pays face à l'invasion d'une puissance, dans un contexte d'invasion totale déjà en cours. De 60 à 90 jours. Déstabiliser, subversion et harcèlement, usure systématique, blocus militaire. Et la seconde phase de la guerre. Sans Nicolas Maduro, B, ou ceux qui restent en vie BIM, qui sont en train de perdre la guerre, opération de stratégie, de résistance jusqu'à atteindre la victoire. Qu'est-ce que cela signifie? Au fait, regarde qui signe. Ce document, je vais le mettre en plein écran pour que vous puissiez voir. Manuel de Hugo Chávez. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'ils essaieront par tous les moyens de déstabiliser le pays par des actions terroristes. C'est le raisonnement. Pas de chars, pas de combats, pas de guerre, de ces batailles historiques et légendaires.
Rien de tout cela. L'idée est de lancer des attaques rapides contre les positions des États-Unis, d'essayer de neutraliser la capacité de déploiement des États-Unis. Et si ce n'est pas possible, passer à une guerre de guérilla comme au Vietnam, en Afghanistan ou dans d'autres contextes. La seule façon d'en finir avec ça? Je crois que la doctrine militaire américaine a appris. Et que l'option la plus sensée et la plus cohérente est d'éliminer les chefs, le haut commandement militaire, avec Macho Israël en Iran, Macho Israël au Liban. Et comment devrait-on le faire? Le concept de guerre moderne a totalement changé avec les expériences de l'Afghanistan et de l'Irak. Les États-Unis ont montré que si le problème du régime est une seule personne, cette personne doit être éliminée. Grâce à cette politique, on comprend pourquoi Nicolás Maduro change chaque nuit d'endroit pour dormir. Lorsqu'il doit passer un appel international, il monte dans un avion et passe l'appel depuis les airs. C'est nouveau, je ne l'avais pas mentionné. Nicolás Maduro, et c'est hallucinant quand il doit parler avec un dirigeant international à propos d'un sujet. Il monte dans l'avion présidentiel, quitte l'aéroport, se dirige vers Valence, passe l'appel et revient ensuite à Simón Bolívar. Pourquoi fait-il cela? Pour éviter d'être géolocalisé et ciblé par un missile. Intelligent? Kadhafi a été repéré après avoir utilisé un téléphone satellite. Il change constamment de téléphone pour éviter d'être géolocalisé. Se réunir en public avec beaucoup de monde pour qu'on ne puisse pas l'éliminer, s'entourer de boucliers humains, tout cela, c'est ce que fait Nicolás Maduro. Image, maintenant la carte et la situation. Que nous avons en ce moment? Nous voyons ici des millions d'avions dans le ciel. Je veux aussi être honnête sur quelque chose, et il faut être honnête sur quelque chose, parce que cette chaîne est faite pour ça. Quand l'opération militaire commencera, on ne verra ni Parka, ni Tito, ni Papi. Ils iront tous avec les transpondeurs éteints, et ils vont aller les attraper. Ça n'a aucun sens de lancer une opération de décapitation du régime, c'est comme ça qu'on appelle une opération de décapitation. Ça n'a aucun sens de la lancer. Et que toute la planète voit que 40 bombardiers B-52 s'approchent, ça n'a aucun sens non plus. C'est-à-dire la fantaisie que nous avons tous ici en ce moment, de voir sortir 50 avions tous d'un coup, tous avec des F-18, des F-35, entrant là-bas à Caracas. On va dire, regarde, est-ce qu'il y a en ce moment un F-18 dans le quartier de Pétain? Non, ça n'arrivera pas, d'accord? Les gens, il faut que vous en soyez conscients et il faut être honnête avec ça, ça n'arrivera pas. Il y a des indicateurs qui peuvent nous montrer qu'il y a effectivement du mouvement, c'est tout ce qu'on fait habituellement. Voyons combien de pétroliers décollent et commençons à imaginer ou observer certaines choses. Mais je pense que c'est déjà très clair et nous allons maintenant passer à la carte. De plus, pour voir quels sont ou quel est le véritable scénario de tout cela, de ce qu'on appelle le Venezuela et de l'opération. Voyons voir. Allons à la carte et nous allons le gérer. Bien sûr, tu demandes comment on saura. Eh bien, les gens vont commencer à en parler. Des explosions signalées ici, des vidéos là-bas. Une déclaration annonce actuellement le lancement d'opérations militaires contre le Venezuela. Le régime de Nicolás Maduro nous envoie depuis des années le pire de la prison d'Aragua.
Des choses comme ça. Des choses comme ça. Allez, on y va à carte. Nous allons revoir ce que nous avons vu récemment. Ce que nous avons vu il y a 48 heures était frappant depuis la base aérienne du Nevada. L'histoire des obstacles. Depuis Nellis. Au fait, aujourd'hui, l'un des avions de la patrouille acrobatique des Thunderbirds, un F-16, s'est écrasé. Les Thunderbirds. Il s'est écrasé aujourd'hui, le pilote va bien, blessure légère, il a survécu. Une enquête est en cours. Nous n'avons pas montré l'image aujourd'hui faute de temps, mais c'est ce qui s'est passé. Depuis cette base, l'autre jour, un nombre très important d'aéronefs de combat ont décollé, ce qui, j'imagine, incluait aussi des bombardiers, mais surtout des avions de chasse F-35 et F-22 de suprématie aérienne. Ici, les États-Unis peuvent surprendre. Ils peuvent utiliser une plateforme qu'ils n'utilisent pas souvent, le F-22 dans des opérations de suppression, de défense antiaérienne, dans des opérations de combat aérien. Un instant, je vais changer la carte pour que vous puissiez la voir. J'ai déjà ici 20 050 cartes d'accord, c'est bon, nous y sommes. Nous parlons de Nellis, cette base aérienne d'où décollaient l'autre jour tous ces avions. La base où il y a un nombre important d'avions de chasse F-16, là aussi des F-35, des F-22 qui sont dans une autre zone de la base. Des avions ADIX, il y a plein d'avions à cet endroit, c'est un hub de défense extrêmement important pour le pays. Bien. Quelque chose a attiré l'attention. L'itinéraire qu'ils ont suivi était la côte ouest des États-Unis, descendre par la Basse-Californie. Et dans ce cas, ce qu'il ferait serait de faire entrer ce paquet, comme il l'appelle, paquet. Ce groupe de combat pourrait entrer définitivement par la zone de Colombie, entrer par ici, vers l'intérieur, et attaquer des cibles dans la zone de la jungle. Frapper les laboratoires, les pistes, supprimer les défenses antiaériennes. Depuis l'arrière de toutes ces zones, ici, la zone du lac de Maracaibo, toute cette zone ici. Et oui, il finirait par violer l'espace aérien de la Colombie. Bien. Petro 600 mêle. Il sait quel avenir l'attend. Ils n'ont pas besoin d'entrer dans l'espace aérien colombien. Pourquoi ? Si l'on marque le Ready des Andes et le Ready des Llanos, qui sont ces deux ici, bleu et rose, les objectifs qui se trouvent à partir de là, ils peuvent lancer des missiles de croisière depuis ici. Ils n'ont pas besoin d'entrer en Colombie. Nous évoquons des missiles de croisière d'une portée allant jusqu'à 2000 km. Prête, assez. Ils pourraient même commencer à lancer d'ici. Depuis cette zone, ils pourraient lancer des missiles de croisière. Regardez, il s'agit de la diagonale du Costa Rica. Il faut en prendre conscience, il faut déjà mesurer les distances, car elles vont être importantes. Deuxième paquet. Aujourd'hui, il a fait quelque chose de différent par rapport à ce que nous avions vu. Aujourd'hui, la Parka est entrée par la zone en contournant Curaçao de ce côté. Elle est entrée par ici. Elle est entrée par cette zone ici. Normalement, nous avons vu Papi, Bail et Tito entrer depuis Aruba, entre Aruba et Curaçao. Ce paquet va détruire toutes les défenses antiaériennes de cette zone. Régiment 192. Au fait, ce sont des filles. Les filles qui ont le système et le radar installés près de l'aéroport. Elles devraient en songer à aller fumer une cigarette quand tout cela commencera. Sans nicotine, elles seront très nerveuses. Oui, ici,
C'est la base du 192e groupe de missiles de défense antiaérienne Général Nicolas. Silvachanik, quel drôle de nom de famille! C'est ici qu'il a la rampe de lancement et tout le reste. Ils l'ont déjà installé dans la zone côtière, ils l'ont mis ici pour assurer la protection dans cette région. Dans cette industrie pétrochimique, la raffinerie, il y a des systèmes Petchora dans cette zone-ci. Je les ai déjà identifiés. Grâce aux images vues et aux évolutions satellites observées, j'ai aussi d'autres images que je ne montre jamais. Et il y a une chose qui est claire, pourquoi les États-Unis voudraient-ils se concentrer sur cette île? Celle-ci? Pourquoi? Qu'y a-t-il ici? C'est évident, il y a des infrastructures critiques du pays qui doivent être protégées. Un assaut de Marines américains pour protéger cette infrastructure contre sa destruction par le régime de Nicolas Maduro. Détruire les systèmes et les capacités défensives. Mais en plus, il est aussi très important d'éliminer la base navale maréchale. Jean Cristobal Falcon, je crois il s'appelle comme ça. Excusez-moi, parce que moi les noms... Oui, Chrysostome Falcon. Jean Chrysostome Falcon, excusez-moi. Je vous demande pardon. Les gens du Venezuela, moi pour les noms, je suis vraiment nul. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, un objet et un objectif clair pour les États-Unis d'Amérique sont importants. Ces navires équipés de lanceurs de missiles iraniens que nous voyons ici doivent être détruits ou neutralisés. Si ces navires s'en partent, ils risquent de semer le chaos et d'attaquer d'autres navires avec des missiles. Comment procède l'Iran? La même base que celle que nous voyons ici. Donc toutes les personnes qui vivent dans tout ce secteur que nous voyons ici doivent sérieusement envisager de partir en vacances. En dehors du périmètre de la base, normalement, quelle est la taille de ce périmètre? Eh bien, si nous voyons qu'il y a ici une série d'entrepôts, qu'il y a ici des véhicules militaires et que les maisons sont juste à côté. 500 mètres. Au minimum 500 mètres. Je donne déjà des exemples d'un scénario réel, possible, réaliste. 500 mètres, ce n'est pas beaucoup, mais c'est un minimum de sécurité. Cela dépend aussi du contexte du lieu. Ce n'est pas vraiment le type de munitions que les États-Unis peuvent utiliser, c'est ceux qu'ils vont détruire. S'il s'agit d'un laboratoire où il y a des produits chimiques et du matériel inflammable, l'explosion peut être plus importante s'il y a des munitions, parce que c'est un arsenal. Imaginez ce qui peut arriver. Il faut garder cela bien à l'esprit. Malgré tout, je pense que les États-Unis vont rester mesurés dans ce type d'objectif. Je pense qu'ils vont se concentrer sur le quai, sur toute la zone du quai, les navires. Peut-être détruire un système de défense qu'ils auraient mis ici. Et surtout, pour éviter d'avoir des dommages collatéraux. Parce que nous ne voulons pas, ou les États-Unis ne veulent pas, qu'il y ait des personnes non impliquées directement ou des combattants qui soient affectés par ce sujet. Eh bien, encore une fois, la même chose. Ici, la piste sera sûrement détruite. Cette base sera détruite. Ici, il n'y a pas ce problème. Ici, les États-Unis n'ont pas besoin d'y aller avec des gants. Ici, ils peuvent enlever les gants. Ce n'est pas non plus quelque chose de grand. Ce sont 4 ou 5 baraquements et pas grand-chose de plus. Il n'y a rien d'autre ici. 2 missiles et c'est fini directement. C'est fini. Il n'y a pas beaucoup de mystère. Ici, il va devoir faire attention. Des explosions secondaires peuvent déclencher une réaction en chaîne touchant l'installation principale. C'est pourquoi ici, ils vont devoir prendre un peu de risque. Ils devront sûrement attaquer cet endroit à un moment donné. Vous dites qu'ils font décoller des choses à Las Vegas?
Chrome, regarde, ils sont revenus. Les Chrome. Ils faisaient un exercice ici, c'est évident. S'il vous plaît, ne vous stressez pas. Ne vous stressez pas avec quelque chose que je veux raconter, que je veux que vous voyez. Avoir autant d'avions militaires dans l'espace aérien des États-Unis est normal et logique. Ils ont le budget pour tous les faire voler. Ce n'est pas un problème pour eux. C'est logique que lorsqu'il s'agit d'un vol suspecté de quelque chose qui va se passer, le schéma de vol est différent, complètement différent, et les altitudes et tout sont complètement différents. Pero De cela, nous en parlerons un autre jour. Bien, nous regardons cette zone ici, la zone de Maracaibo, nos amis de Maracaibo. Je sais qu'il y a un système de défense dans cette zone ici. por esta zona. Un système de défense antiaérienne est présent. Je ne peux pas dire précisément, mais je le sais grâce à des rapports consultés. Il y a ici la zone du port, où il y a un commissariat, par ici une sorte de centre naval ou quelque chose comme ça, avec un de ces bateaux iraniens. Évitez de vous approcher des zones où se trouvent ces bateaux iraniens. Ne vous approchez pas, parce que ces bateaux sont comme un aimant. Ils portent un aimant, et l'aimant sait qu'ils vont aller vers eux. Zone Maracaibo, que trouve-t-on d'intéressant? Eh bien, la base de Rafael Urdaneta, cette base doit sûrement être un autre des objectifs. Il s'agit de la rendre inutilisable, pas de la détruire, mais surtout, cette zone qui est à la PES, qui est le bataillon de défense anti-aérienne de Maracaibo situé ici. Maintenant, il sera déployé. Il n'y aura rien là-bas. Il n'y aura rien parce qu'ils ont déjà tout déployé. Mais ils recevront sûrement quelque chose pour des questions de logistique ou par n'importe quel autre moyen. Si les radars sont connectés, ils localiseront et détruiront la batterie de défense anti-aérienne. Pourquoi faut-il les casser? Eh bien, le radar peut effectivement être détruit. C'est un radar fixe, il sera probablement détruit. Oui. Et la question de la piste, l'utiliser temporairement pour empêcher les avions du régime d'atterrir, et en plus, étant si proche de la frontière avec la Colombie, recevoir des fournitures. Ici se trouve un bataillon d'infanterie de marine. Dans cette base militaire, il y a un bataillon d'infanterie de marine et dans cette zone se trouverait l'installation. Il faut que ce soit clair. Maracaibo est un endroit très sensible. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Cela ne va sûrement pas arriver de la part des États-Unis. Mais cela peut arriver de la part du régime. Quel est le point le plus faible d'une opération d'assaut contre Maracaibo? Voyons cela depuis la mer, c'est compliqué. L'entrée est une entrée étroite, où il y a historiquement des positions fortifiées pour résister aux attaques. Il y a une zone, celle-ci qui est une jungle, où ils peuvent bien se cacher. Il y a des positions où ils peuvent utiliser des missiles anti-chars. Il est difficile d'entrer par là. Avec des équipes d'assaut, c'est compliqué car l'entonnoir est étroit. Depuis l'intérieur du pays, depuis la zone qui vient de Caracas jusque-là. Eh bien, s'ils veulent isoler Maracaibo, ils n'ont qu'à détruire le pont. Ils détruisent le pont et Maracaibo se retrouve isolé du pays pour accéder à cette zone de Maracaibo depuis le nord. Tu ne peux plus. C'est comme en Ukraine, Kherson, tu ne peux pas. C'est déconnecté. De l'autre côté, c'est pratiquement impossible. Et pour faire le tour de tout le lac de Maracaibo, tu dois faire face à un nombre de régions militaires qu'il y a ici, qui sont énormes, avec des bases aériennes, avec plein de... Je vais enlever les couleurs, d'accord, si ça vous va,
Pour que les gens puissent seulement mieux voir, tu dois faire face à plein de difficultés. Non, alors pourquoi Maracaibo? Le régime peut décider de détruire le pont, l'isoler et rester ici. C'est une forme de guérilla super connue. Toutes ces montagnes qui traversent vers la Colombie, c'est une zone fortement marquée par la guérilla, avec des camps d'entraînement et une maîtrise des tactiques des guérilleros. Ici, c'est une zone vitale. Vital. Ceci est une base militaire. Le commandement du Fort Mara est une grande base militaire d'infanterie. Là-bas, évidemment, il y a des endroits qui seraient attaqués, des arsenaux ou des capacités qu'ils pourraient avoir, mais tout cela pour causer faire baisser le moral. Ce type d'opération sert à faire baisser le moral et à abattre le système défensif du pays, n'est-ce pas? La zone de Maracaibo est une zone intéressante d'un point de vue militaire. C'est une zone très intéressante. Je pense que mes ancêtres sont déjà venus ici et ont eu un problème, parce que oui, on le voit, hein, ça a l'air assez compliqué. Je ne le propose pas, je pense que ça irait plutôt à la capitale. Allez, on y va, allons-y. Pour les gens qui vivent à Caracas, et ils sont nombreux, ils veulent savoir ce qui va se passer là-bas. Et comment cela pourrait se passer? Caracas a plusieurs districts. Le district central est dans le district occidental qui est le rouge et le bleu, qui est celui de la capitale. Ceci est Caracas. Des zones importantes à l'intérieur de Caracas. Pour l'instant, j'en ai identifié quelques-unes parce que je n'ai pas le temps de tout faire. Des zones importantes. La route qui relie Caracas à La Guaira, cette route est vitale. C'est une artère principale où le régime doit avoir une communication directe avec La Guaira pour acheminer des fournitures. Avoir accès à l'aéroport, cette route est cruciale militairement. Il est probable que les États-Unis d'Amérique envisagent, à un moment donné, de couper les approvisionnements vers La Guaira, de les interrompre. Quel pourrait être ce point? Celui-ci? L'entrée du tunnel, dès que tu casses l'entrée du tunnel, il n'y a plus de route. Si tu attaques cette zone ici, bon, avec des excavatrices, ils peuvent rapidement faire des choses. Si tu casses ça, ça va leur prendre des jours, des jours. Là, je pense que c'est un bon point de repère. Il y a un bunker, on sait qu'il y a un bunker à l'aéroport. La piste de l'aéroport, sûrement pour empêcher les vols du cartel des Solos de partir ou de s'échapper. C'est une piste qui en a une, ils en ont deux, enfin, ils ont 3 pistes. 3000 mètres, celle-ci. En fait, nous allons mesurer la suivante. Environ 2600 CB la deuxième. Une. Environ 3400 mètres, la plus grande. Sûrement, ce que feront les États-Unis, c'est de rendre les pistes inutilisables. Une bombe puissante, qu'il fasse un bon cratère ici, ici, et ici, pour qu'il n'y ait pas assez d'espace pour qu'un aéronef puisse décoller. Même opération sur cette piste, ici de ce côté-là, et en calculant à peu près un espace suffisant pour qu'un avion ne puisse pas décoller. Est-ce que c'est permanent? Non, ce n'est pas permanent. Ça, c'est le radar. Bon, ça, c'est le radiophare. C'est une balise qui donne des informations aux avions. Ce n'est pas ça qu'on pourrait détruire, mais plutôt le radar qui se trouve à l'aéroport, quelque part,
des systèmes de communication, les détruire. Et le bunker, nous savons qu'il se trouve dans cette zone, ici. Nous avons à proximité, eh bien, nous avons le commandement de la garde nationale, hein, qui est ici, un centre de renseignement du régime. Toute cette zone ici est militaire. Eh bien, nous allons marquer à nouveau un espace de 500 mètres. Pour que vous puissiez vous faire une idée. Toutes les personnes qui se trouvent dans cet espace, ces bâtiments ici, il vaudrait mieux éviter d'y être. Pareil. Je ne resterai pas. Celui qui affirme qu'on ne bombardera pas son bunker, alors qu'un autre manuel de ces personnes dit le contraire, se trompe. Il précise aussi les munitions utilisées. Donc, regarde, allez, voyons voir. Le niveau 4 a disparu depuis mai, non? La personne qui m'a traité de menteur, on va le mettre ici parce qu'il a l'air un peu idiot. C'est un autre publicitaire du régime. Avis de voyage. Voyons si notre ami idiot sait lire avis de voyage. Regarde, avis de voyage. G. Ceci est un chiffre, tu sais compter 1, 2, 3. Bon, eh bien, ceci est le chiffre 3, il est impair, c'est le troisième chiffre du tableau. Et ensuite vient un mois qui s'appelle décembre. Décembre, c'est le dernier mois de l'année. Et ensuite viennent 4 chiffres. Ce sera déjà très difficile pour toi, parce que imagine, si tu ne comprends pas un chiffre et un mois, imagine comprendre 4 chiffres. Bon, eh bien, tu as un 20 et un 25. 5. Et quelle coïncidence, quelle coïncidence. Et hier, c'était le 3 décembre 2025. 25. Quelle coïncidence. N'est-ce pas? C'est quelque chose de très étrange. Quelle patience. Parfois, il faut avoir une sacrée patience. Il est 6 heures du matin. Devoir lire un charançon comme celui-ci, ne ment pas, sinon ils vont vous exploser. Commence par préparer ton sac. Prends une batterie solaire et pars. Je suis nul en maths, mais quand même. Bref, il faut de la patience. Allez, nous parlons des zones proches de ce bunker. Ici, c'est dangereux. Port de la Guaira. C'est compliqué à dire. Nous avons vu que le RACMAX s'est détaché au port de la Guaira. Mais ici, je n'ose pas citer de lieu, le sujet est complexe. Il y a sûrement des installations liées au cartel, l'affaire passe par la mer. Moi, je lui paierai le billet pour le Venezuela. À ce crétin, cette zone ici, tout ce qui se trouve près d'une infrastructure clé du pays. Fais attention. J'ai indiqué la Guaira avec un symbole et signalé cette zone. Fais attention. Fais attention parce qu'ils ont lancé le RACMAX d'ici. Ils ont fait leur RACMAX en le lançant d'ici. Fais attention. Il peut y avoir des surprises. Nous continuons un peu plus vers Caracas, des zones importantes. Ici, Petare est une zone importante. C'est un noyau important qui va défendre la vallée de Caracas. Cette zone, eh bien, vous le savez déjà, le combat urbain est brutal. C'est comme Gaza, vraiment. Je n'y allais pas parce que c'est un mauvais quartier. Je ne dis pas ça, je parle de sa configuration. Je pense qu'ici, les États-Unis n'interviendront jamais. Petare est sécurisé.
On va entrer à Petare. Pour l'amour de Dieu, je crois que les habitants de Petare n'aiment pas beaucoup les gens de Nicolas Maduro. Pour Maduro, Petare sera plutôt un problème qu'un avantage. Mais parlons sérieusement d'objectifs militaires. La Carlota. À la Carlota, il y a des systèmes de défense antiaérienne, au moins 3 systèmes de défense antiaérienne. Ah, il y a des infrastructures du régime, la Carlota, c'est fini. Complètement détruit. Complètement détruit. Eh, estos puntos. Ces entrepôts, tout ça, c'est typique. Des munitions de pénétration Guided Bomb Unit 39 à petit diamètre pour le type de munition qui va être utilisé ici est très mesuré afin de ne pas provoquer de forts effets collatéraux. Par exemple, ces bâtiments ici, donc la Guided Bomb Unit 39, causent suffisamment de dégâts pour éliminer des cibles à l'intérieur sans étendre le rayon d'explosion à l'extérieur. Pareil par ici, c'est la même chose. Ce sera pareil. Ceci est une cible pour la Guided Bomb Unit 39, une munition qu'Israël utilise beaucoup et qui a récemment été épuisée. Le chef militaire du Hezbollah a été éliminé avec ce type de munition, qui est suffisante. Ce bâtiment me semble dédié aux communications à cause des antennes. C'est un bâtiment autonome. Direct, il n'y a pas beaucoup de mystère. Solide et une. Solide et une, vous savez déjà, ça va être un sapin de Noël. Un sapin de Noël où ici on peut se régaler, l'armée de l'air. Ce type d'attaque peut-il également servir contre des forteresses et aussi pour envoyer un message à toute la population que la liberté est en train d'arriver. Cela peut provoquer un effet de chaîne, mais certains bâtiments sont importants. Sont importants? Celui-ci est le Centre de commandement stratégique opérationnel, le COFAM. Ce bâtiment est très important. Le ministère du Pouvoir populaire pour la Défense, également très important. Tout ceci ici est très important, toute cette zone ici. Ensuite, il y aura d'autres bâtiments dont je n'ai aucune idée de ce qu'ils sont, ni pourquoi ils sont là, ni quelle est leur signification. Mais qui, sûrement, seront également abordés. Ça, c'est le Pentagone qu'il saura le mieux. Moi, je n'en sais pas plus, je préfère rester chez moi tranquillement. Ce à quoi nous pouvons arriver, c'est du solide, tuna, et ça, c'est vraiment intéressant. Santé. La zone haute et le centre de communication. Batterie anti-aérienne. Ce beau radar installé là-bas va illuminer la montagne. Un autre centre de communication ici, avec une antenne à cet endroit. Cela m'a toujours intrigué. Je ne sais pas si ce sont des ruches ou non, je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça m'a toujours intrigué, et si quelqu'un le sait, qu'il me le dise, s'il vous plaît. On continue par ici? Il y en a une où il y a une des cabanes qui est très remarquable. C'est que Tuna, c'est toute une montagne entière où 1000 choses se cachent. Un endroit très complexe. Électricité et communication, c'est 2 points importants. Plus de centres de communication. Ici, nous voyons les antennes satellites. Les réservoirs d'eau. En général, tout bâtiment haut avec des tours de communication, etc. Et explosion. Au fait, y a-t-il un avion? Une version de l'avion de chasse 130 sert à diffuser des signaux radio, voire télévisés, pour la population civile. Ce qu'il fait, c'est envoyer des messages radio à la population pour lui expliquer ce qui se passe. Je vous recommande donc d'acheter une radio et des piles, car de nombreux messages seront diffusés à la population.
D'accord, très bon point, à 100%. Une radio, et même si aujourd'hui on ne voit plus beaucoup de radios, eh bien oui, une radio est nécessaire, vraiment, vraiment nécessaire. Il y a d'autres choses qui sont aussi importantes. Les prisons, les prisons. Ça doit être rapide, ça doit se faire par assaut. Il faut agir par assaut pour libérer les prisonniers et contrôler. Qui doit sortir? Qui ne doit pas sortir de prison, évidemment, mais ces prisons de Yaré 1, 2 et 3, qui sont surtout des prisons pour prisonniers politiques, il faut les prendre d'assaut. Il faut les prendre d'assaut. Je pense que cela nous laisse le temps de continuer un autre jour avec d'autres zones. Nous irons dans la zone de... Et D'ici? Nous irons dans toute cette zone d'ici. La base était celle du Libertador et du lac Valencia. Nous irons aussi vers Barcelone. Mais pour l'instant, avec toutes les informations que nous avons déjà données, je pense que c'est important dans la capitale. Eh bien, le palais Miraflores, la caserne de la montagne, ceci, c'est clair, et le palais Miraflores. Je ne dis pas qu'ils vont tout bombarder, seulement qu'il s'agit de cibles possibles. Je ne suis pas le Pentagone, j'ignore ce qui se passe ou va arriver. Je parle de lieux où je n'irai pas traîner. D'accord. Je ne m'approcherai pas non plus du quartier général de San Carlos, je ne serai pas près de là où il se trouve. Nicolas Maduro. Si je sais où il est, j'essaierai de m'éloigner au maximum. Bien sûr, en envoyant un message à Marco Rubio pour les 50 millions de dollars. Mais moi, je ne resterai pas. Je ne resterai pas. Et s'il vous plaît, ne sortez pas dans la rue. Ne sortez pas dans la rue. Évitez les affrontements inutiles. N'exposez pas votre vie. Ça n'en vaut pas la peine. Cette situation ne va pas changer ou s'améliorer, ou elle va empirer. Si vous sortez manifester, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. En mai, Raquel dit-elle quelque chose? L'alerte a bien été émise, mais pas en mai. Il y avait toute une armada des États-Unis sur la côte. Il n'y avait pas de bombardiers à capacité nucléaire qui tournaient le long de la côte. Ils ne disaient pas directement qu'ils allaient éliminer le cartel. La situation de mai, le scénario de mai, est complètement différent de ce qu'il y a en ce moment. C'est complètement différent. Ça n'a rien à voir. En Irak, l'alerte a été lancée 4 mois avant de lancer l'attaque, et quelques jours avant l'attaque, une nouvelle alerte a de nouveau été lancée. C'est-à-dire ce que nous voyons en Irak, et regardez ce qui s'est passé en Irak. Donc, il est clair qu'il va se passer quelque chose là-bas. Ça va arriver, ça doit arriver. Ils se sont déjà trop mobilisés, Raquel beaucoup trop. Mais les gens doivent le voir. C'est vrai qu'en ce moment, ce dont les gens ont besoin, c'est de voir, de voir. Ils ont besoin de voir. Oui, il y a vraiment une opération militaire pour libérer le Venezuela. J'ai besoin de le voir en premier, car après tout ce qu'on a vu récemment, il nous faut maintenant une preuve concrète. Mais je crois que le message de ce soir est un message clair, très ferme. Nous allons y aller, nous allons y aller, nous sommes là. Je veux que oui. Je disais que ça ne vaut pas la peine de sortir pour affronter les gens du régime. C'est du travail, mais les militaires, il faut laisser le renseignement militaire américain travailler. Maria Corina est très sensée dans ce qu'elle a dit ces derniers jours. Elle n'a pas demandé à ce que quelqu'un sorte dans la rue. Pour l'instant, elle n'a pas voulu créer de troubles ou de manifestations dans les rues. Tout le monde est calme, et c'est comme ça que ça doit être. Calme, tranquillité. Ils vont eux-mêmes sortir dans les rues pour chercher les opposants et prendre des images de destruction dans les rues. Et comme toujours, ne leur donnez pas, ne leur facilitez pas la tâche. Votre vie vaut bien plus. Celui qui incitait à sortir et à faire comme eux avec les motos.
Les drones vont-ils déjà prendre part à tout ça? Le problème, c'est ce qu'ils l'ignorent encore. Ceux qui vont à pétard ou en partent à moto pour harceler et menacer les gens, ils n'ont pas encore découvert les capacités des drones américains. Bientôt, ils vont les reconnaître. Je leur dirai de voir les vidéos d'Israël au Liban. C'est ce qui se passe avec les voitures et les motos. On dirait qu'elles ont toutes des problèmes mécaniques et qu'elles prennent feu. Merci d'avoir regardé Vidéo Famille. Allons dormir, il est 6h36. Ça n'arrivera pas aujourd'hui, dormons. Reposons-nous, des jours difficiles arrivent, des jours très très difficiles arrivent. Et nous devons être très vigilants. Quand cela arrivera, nous le saurons. En attendant, détendez-vous, restez calme, préparez-vous, prenez-en conscience. Quand la liberté viendra, profitez-en en famille. On se retrouve dans la prochaine émission de Stratégie militaire. Salutations!